Bonjour, alors je reprends aujourd'hui le fil d'une conversation interrompue, voilà, il y a maintenant pas mal de temps. Je vais analyser une pièce de François Couperin. J'ai choisi une pièce extrêmement brève, très concise, qui me permettra d'apporter quelques observations que je pense assez intéressantes. J'avais promis, il est vrai, l'étude des barricades mystérieuses. Je le ferai un petit peu après. Ce que je signalerai, je ne vais pas maintenant parler des barricades, mais je le dis quand même, je serai de toute façon assez bref sur les barricades, parce que j'y observerai ce qu'on appelle le jeu brisé, un jeu lutté, brisé ou lutté. Ça sera le cas de la pièce d'aujourd'hui. Alors, la pièce d'aujourd'hui, c'est les coucous bénévoles. On appelle ça souvent dans les recueils, les recueils des anthologies, comme on dit, on voit la pièce Le Coucou. Le vrai texte est Les coucous bénévoles. Alors, je vais en dire deux mots, je vais essayer de ne pas être trop long, d'autant plus que j'en ai déjà parlé dans la vidéo de présentation sur Couperin. Mais je vais quand même préciser aujourd'hui qu'il s'agit bien, j'avais dû le faire déjà, mais je précise parce qu'il faut évidemment donner toujours ces références pour que chacun s'y retrouve, consulte la partition éventuellement. Il s'agit du 13e ordre. Comme on le sait, les suites chez François Couperin ne s'appellent pas suites comme chez Bach, avec ses suites françaises, suites allemandes appelées partita, suites anglaises, etc., suite pour clavier, mais également suite pour violon seul, suite pour violoncelle seul. Cette forme est extrêmement courante au XVIIIe siècle, notamment dans la première moitié du XVIIIe siècle. Chez Couperin, ces pièces, cette suite de pièces qui sont des danses à l'origine, mais perdent très souvent leur caractère dansé, ces suites s'appellent donc des ordres. Je l'avais déjà dit de toute façon dans la présentation. Ici, il s'agit du 13e ordre. Comme plus tard la sonate, la caractéristique de ces suites, bien nommées suites, sont des suites de pièces de ces ordres, qui sont aussi, donc l'ordre signifie bien des pièces dans un certain ordre. Leur caractéristique, c'est d'être unies par la même tonalité. Éventuellement, il peut y avoir des pièces qui s'intercalent, qui sont dans la tonalité homonyme. C'est-à-dire qu'en fait, chaque pièce est dans un même ton, plutôt qu'une tonalité. On voit ça dans les suites de Rameau, par exemple, suite en Ré, suite en La, où on aura des pièces en La majeur ou en La mineur. Ici, les pièces, l'ordre est dans le ton de Si, mais c'est bien la tonalité de Si mineur tout le temps. Voilà. Alors, ce 13e ordre, je vais en dire deux mots, je serai aussi très bref, je n'ai pas beaucoup de développement, je vais tout de suite passer à l'étude du petit texte, mais je voudrais simplement rappeler que c'est bien l'ordre, donc, et ensuite, où se trouvaient ces fameuses folies françaises, mais je donne quand même l'ensemble des titres que j'avais déjà donnés, je les redis ici. Avant les folies françaises, qui sont un groupe de pièces à l'intérieur du 13e ordre. La première pièce s'appelle les lys ou les lys naissants. Je ne rentre pas dans l'explication que d'ailleurs je serais bien incapable de fournir. Certains qui connaissent bien Couperin mieux que moi, moi je connais plus la partition, j'ai moins d'éclairage précis sur le sens des pièces, mais il y a pas mal de textes qui permettent une approche plus approfondie du sens, parfois resté mystérieux, parfois non. Des titres, les lys naissants, les roseaux, deuxième pièce, les roseaux, troisième pièce, l'engageante. Puis après, arrive la troisième pièce, qui est en fait une suite de pièces, autrement dit c'est une petite suite à l'intérieur de la suite. Chaque élément s'appelle couplet, premier couplet, deuxième, troisième, quatrième. Je regarde ici ma partition, on va donc jusqu'à 12. Je relis, après les avoir déjà lus dans ma présentation, je ne résiste pas au plaisir de les renommer ici. Le titre général de cet ensemble de pièces, c'est les folies françaises ou les dominos. Je rappelle que les dominos donc, étaient des masques qui permettaient, notamment en période de carnaval, de camoufler son regard. Donc ici, les dominos qui se suivent portent des couleurs qui sont d'une très grande poésie, je l'avais souligné, et à chaque fois, il y a un caractère évoqué par la pièce. Je lis première, la virginité, sous le domino couleur d'invisible. Deuxième, la pudeur, sous le domino couleur de rose. Troisième, l'ardeur, sous le domino incarnat. Évidemment, on y perçoit déjà très bien une forme de symbolisme des couleurs, puisque couleur d'invisible, couleur de rose sont des couleurs évidemment extrêmement légères, on ne peut pas faire plus légère en ce qui concerne la couleur d'invisible, comme je dis, tandis que le domino incarnat, évidemment, exprime une forme de passion extrêmement soutenue.
donc c'est l'ardeur. Quatrième pièce, l'espérance, cette fois-ci sous le domino vert. Cinquième, la fidélité, sous le domino bleu. Sixième, la persévérance, sous le domino gris de lin. Septième, la langueur, sous le domino violet. Huitième, la coquetterie, sous différents dominos. Neuvième, un titre extrêmement poétique, les vieux galants et les trésorières surannées, sous des dominos pourpres et feuilles mortes. Dixième pièce, la pièce qui nous intéresse et que je vais étudier, les coucous bénévoles sous des dominos jaunes. Puis onzième, l'avant-dernière, la jalousie taciturne sous domino gris de mauve. Et enfin la douzième pièce qui clôt le cycle, la frénésie ou le désespoir sous le domino noir. Voilà. Ça, cet ensemble de 12 pièces s'appelle donc les Folies françaises ou les dominos. Puis une dernière pièce conclut le 13e ordre et s'appelle l'âme en peine. C'est extrêmement poétique, je trouve, je l'ai déjà dit, je m'extasie dessus, mais je trouve vraiment que c'est très très beau et très fin, évidemment, et la musique va avec. Alors, ce que je voudrais faire ici, c'est montrer cette pièce, je la cherche ici, pardon, voilà, je l'ai ici, les fameux coucous bénévoles. C'est un exemple assez beau et assez simple, c'est aussi pour ça que je le présente, de jeu qu'on pourrait appeler brisé, ou qu'on appelle lutter. Le terme venant du lutte, évidemment, j'écris donc lutter de cette manière, le jeu lutter. Je rappelle qu'au tout début de la période précédente, c'est-à-dire, je parle du XVIIe siècle, là nous sommes bien au XVIIIe siècle, et au XVIIe siècle, notamment au début, c'est-à-dire à l'époque pour la France par exemple, l'époque de Louis XIII, c'est-à-dire avant Louis XIV, donc l'instrument noble par excellence n'est certainement pas le clavecin encore, mais bien plutôt le luth, justement. Donc il y a toute une tradition du clavecin qui vient du luth comme étant l'instrument de référence et l'instrument noble par excellence. Voilà. Il ne faut pas oublier également l'influence, comme je l'ai déjà dit dans ma présentation, des virginalistes anglais. Mais peu importe, en ce qui concerne le luth, il y a ce qu'on appelle le jeu lutté, c'est-à-dire que l'harmonie est fragmentée en quelque sorte, présentée sous forme d'arpège, d'aller-retour, et pas de dispersion, le terme serait péjoratif. Mais enfin, l'arpège est, comme on dit en italien, spezzato, c'est-à-dire brisé, où il n'y a pas d'autre terme. Je vais le montrer là, et ce que je vais proposer, je vais faire une très brève analyse harmonique, parce que la pièce est simple, donc ne demande pas de grand développement d'analyse, mais je proposerai un petit travail, c'est-à-dire de réécrire la pièce, le schéma harmonique, avec d'autres formes de jeux brisés ou de jeux arpégés. Voilà. Donc je passe tout de suite à l'analyse de cette pièce qui est donc en si mineur. Alors voilà donc le début de ce texte. J'ai noté ici, je vais l'effacer parce qu'après je vais procéder à l'analyse qui encore une fois sera très simple, mais je ne vais pas travailler à partir de ce texte, je vais travailler à partir du texte comme je l'ai déjà fait, je vais le révoquer rapidement, à partir du texte mis à plat. J'emploie ce terme, cette expression mettre à plat le texte, c'est-à-dire effacer toutes les petites aspérités qui sont notamment la mise en œuvre justement du jeu lutté ou du jeu brisé. Je vais donc l'effacer pour avoir l'harmonie en main. Et à partir de là, je pourrais, évidemment, il n'est pas question de modifier le texte de Couperin, mais je suggérerais de faire soi-même des textes équivalents. Je reviens simplement sur une petite observation que je viens de faire. Je parlais de cette mise à plat, j'y tiens particulièrement, je l'ai fait à de nombreuses reprises, en tout cas à plusieurs reprises. Par exemple, dans le grand chapitre, j'en profite pour l'évoquer, parce que je vois ici, je vais faire aussi une autre petite réflexion d'ordre graphique. J'aime bien ce que j'appelle cette mise à plat. Évidemment, le terme de plat renvoie à platitude, ça n'est pas très beau, ni très exaltant, ni très tentant, je le reconnais, mais enfin, c'est une manière de bien voir, de bien y observer l'harmonie, et donc l'éternel, si j'ose dire, enfin la sempiternelle conduite des voix qui m'intéresse tant dans la maîtrise de l'écriture. Je l'ai fait par exemple à propos d'un texte qui n'est pas encore mis en ligne mais qui ne serait tardé de l'être dans le chapitre de lecture qui se trouve sur le site et non pas sur la chaîne, de par exemple le début de du mouvement lent de la deuxième symphonie de Schumann. Donc c'est-à-dire qu'on a un texte accidenté, mis en œuvre instrumentalement, et j'ai eu des questions sur le jeu instrumental, je vais donc y venir, je vais profiter de cette occasion
pour l'évoquer rapidement, le jeu instrumental passe au-delà, à certains moments ici, à un petit détail près, mais dans certains cas, pour des choses plus importantes, remet en cause certaines règles qui sont inhérentes à l'écriture vocale horizontale et verticale d'un choral de Bach, par exemple. Dans un choral de Bach, les règles sont respectées complètement. C'est-à-dire, les règles essentielles, il n'y a pas de quinte consécutive, il n'y a pas d'octave consécutive, par exemple, ce genre de règles essentielles, primordiales. On va voir que, par exemple, chez Chopin, à l'occasion d'un jeu arpégé, même si quand on plaque les arpèges, on trouve un respect très présent des règles d'écriture, à certains moments, c'est vrai que certaines règles pourront être gommées. Pourquoi? Parce qu'au profit de l'arpège, il va y avoir une légère confusion auditive qui va permettre ça. J'ai montré cette mise à plat, je parle de cette mise à plat de manière beaucoup plus suivie. Je conseille à tout un chacun de le regarder, c'est encore une fois sur le site et non pas sur la chaîne, une série assez longue, pardon de me faire de la publicité pour moi-même, mais ça a un rapport direct avec ça, tout à fait direct. J'ai fait une analyse assez approfondie sur une section importante, la première partie du premier mouvement de la sonate en ut dièse mineur, dite Clair de lune de Beethoven. Évidemment, je ne vais pas refaire le cours ici, ça n'est pas le moment, mais il y a bien une mise en œuvre instrumentale. Les basses sont octaviées, je le dis de manière extrêmement brève. Les éléments de mise en œuvre instrumentale, c'est que les basses sont octaviées, d'une part. Ça correspond, comme je l'ai dit 1000 fois, à l'octaviation ou à la registration à l'orchestre entre violoncelle et contrebasse. Cet élément, ces octaves dans le grave du clavier, c'est la même chose que chez Schumann, l'œuvre aussi dont j'ai analysé le début et que j'ai encore une fois mise à plat pour reprendre mon expression. On a bien cette octaviation entre violoncelle et contrebasse. Ça n'est donc pas deux voix, c'est bien une seule voix, mais épaissie, octaviée. J'emploie le terme octavié des fois plus volontiers que registré, qui est le terme plus habituel. Bon, ça c'est un élément relativement secondaire. Ce qui est important chez Beethoven, c'est que les trois voix que sont le ténor, l'alto et le soprano sont égrenées 4 fois, par exemple dans la première mesure, sous forme d'arpège, ascendant sol, do, mi, sol, do, mi. Voilà une mise en œuvre instrumentale, 3 voix qui égrènent, qui se font entendre successivement et non plus simultanément. Néanmoins, quand on réécrit le texte en gommant les arpèges en question, ces 4 arpèges successifs, et parce qu'ils sont 4, ça vaut 4 noirs, donc ça vaut bien une ronde, il convient à ce moment-là de réécrire le texte avec un ténor, un sol ronde, un alto ronde, un soprano ronde, et ainsi on reproduit toute la section qui nous intéresse de la sonate, et on peut suivre l'écriture harmonique. On voit évidemment, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça n'est pas parce qu'il y a une mise en œuvre instrumentale que les règles sont remises en cause, pas du tout. Cependant, à certains moments, oui, par exemple, il va y avoir un arpège, et puis Beethoven aura besoin d'une autre position pour la section suivante. Donc il va faire se succéder 2 accords qui normalement ne le seraient pas, parce qu'ils entraînent, leur parallélisme entraînerait des octaves consécutives ou des quintes consécutives. Mais il le fait, et il peut le faire justement, et c'est très important, puisque la section qui va suivre a besoin d'une nouvelle position qui sera propre à développer cette nouvelle section. Voilà. Je n'insiste pas, je crois me faire comprendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que le travail, je le refais ici avec cette pièce Les coucous bénévoles, je l'ai écrite telle qu'elle est, je vais en dire 2 mots sur cette écriture brisée, donc. Mais je vais donc utiliser le même procédé. Voilà. Alors, j'ai fait aussi décidément, pardon, mais enfin bon, on est entre nous, si j'ose dire, maintenant, les gens qui me regardent me connaissent bien, donc voilà, je ne me censure plus trop désormais, je parle un peu de mon travail. J'ai fait également un chapitre de lecture de notes et de lecture de partitions où on voit tous ces éléments. Donc je dis, quand on lit un texte comme ça, évidemment on lit, c'est-à-dire au pied de la lettre, on lit les notes les unes après les autres et on les joue quand on les déchiffre au piano, mais ce qu'on doit surtout voir, évidemment, c'est cet ensemble-là, je le lis ici, si, ré, fa, si, c'est tout. Après, ça c'est une répétition, et ça c'est une répétition de ça. Donc l'essentiel de l'harmonie réside dans ces 4 sons. Et qu'est-ce qu'on y voit? On voit, je l'écris ici, je mets les 2 dièses et je me contente d'une seule clé de sol. Je mets les 2 ampes vers le bas.
ou même pas, d'ailleurs je mets des rondes, peu importe, il n'y a plus de rythme aucun. J'ai donc le si ré de la main gauche et j'ai le fa dièse si de la main droite. Qu'est-ce que j'ai? J'ai bel et bien une belle écriture de l'accord de si mineur, ici l'accord de tonique à l'état fondamental, dans cette position très simple, fondamentale tierce, fondamentale quinte, si ré fa si. Voilà. Donc maintenant, ce que je voudrais montrer, je conseille à ceux qui n'ont pas beaucoup l'habitude de la lecture d'un texte, certes simple, il est très simple, néanmoins, il faut bien y voir tous les petits éléments extrêmement précis. Il faut bien voir ici qu'on est à 3 temps. Je préfère prendre un peu le temps, ça sera peut-être un peu long pour certains qui s'y connaissent déjà, mais je préfère que tout le monde soit bien au clair. J'ai bien un premier temps qui est ceci, donc j'ai bien la croche, c'est une mesure à 3 croches. 3-8 signifie bien 3 croches, donc j'ai bien ça. Ça, c'est bien le deuxième temps, et ça, c'est bien le troisième temps, où j'ai ça, puis ça. Donc j'ai ça. Donc je vais le faire rythmer avec des onomatopées. Ta, pa, ta, pa, ta, pam, pam, pa, ta, pam, pam. Donc il y a un jeu ininterrompu entre droite et gauche, et donc ça, ce serait l'écriture plaquée, exactement la même que ça, et c'est ce que je vais proposer très rapidement. Je vais l'écrire ici, et on sera à même de l'analyser dans des conditions beaucoup plus simples et beaucoup plus lisibles. Je voudrais faire, pendant que j'y suis, parce que je vois le titre que j'ai écrit ici, les coucous bénévoles, faire simplement une petite allusion à ce titre. Il s'agit de coucou, donc d'oiseaux. Je voudrais quand même rappeler, c'est une chose très importante dans la culture musicale, et bien au-delà de la culture musicale, dans la poésie, bien sûr, et dans d'autres domaines, la présence de l'oiseau, de la figure de l'oiseau. Ici, chez Couperin, elle est importante, puisqu'on va avoir de nombreuses pièces qui vont porter des noms d'oiseaux. Je ne parle pas des noms d'oiseaux au sens qu'on utilise d'habitude, mais des noms comme par exemple, bon, je n'ai pas les titres de mes chats en ce moment, mais ça n'est pas grave. La linotte effarouchée, voilà, j'étais en train de chercher la linotte effarouchée, mais enfin, j'insiste un peu sur l'aspect oiseau et la présence dans la musique française notamment. Bien ailleurs, évidemment, puisqu'on le trouve dans la musique russe, on le trouve dans la musique allemande, mais la musique française a fait un grand usage de l'évocation de l'oiseau. On le trouve par exemple dans l'œuvre de Jean-Philippe Rameau, avec le rappel des oiseaux, avec la fameuse pièce La Poule, qui est un oiseau, enfin, qui est souvent un peu ridiculisé, et en effet la pièce utilise un motif qui ressemble à comme ça, et en fait c'est un chef-d'œuvre absolu, donc je conseille de la regarder. On y trouve un bel enregistrement sur internet par un immense pianiste russe qui est Sokolov, qui la joue à merveille au piano et qui fait sonner son piano de manière extraordinaire. Donc cette tradition, j'y fais un petit peu allusion, j'insiste un petit peu sur cet aspect, il mérite qu'on s'y intéresse. Il faut se référer aussi aux oiseaux au siècle précédent, ou même à 2 siècles précédents, le début du XVIIIe siècle. Par exemple, les oiseaux dans la chanson polyphonique de Claude Jeannequin. Oui, Claude Jeannequin. J'ai un doute sur son prénom tout à coup. Enfin, Jeannequin en tout cas, on l'appelle souvent Jeannequin tout court. J'ai un petit doute, donc il faudra vérifier. En tout cas, parlons de Jeannequin, une pièce absolument magnifique. Les oiseaux. Et puis on va trouver tout au long de l'histoire de la musique, même dans une pièce que j'ai évoquée il n'y a pas très longtemps, qui est la 6e symphonie de Beethoven, qui est la symphonie pastorale, où justement à un moment les chants d'oiseaux font irruption à la fin du mouvement lent, où on y entend aussi le coucou. Alors le coucou, ce petit oiseau assez particulier, est connu puisque même l'injonction, enfin le petit appel enfantin, coucou, etc., c'est une allusion au coucou. En général, c'est cette fameuse tierce mineure descendante. Je suis en do majeur, c'est tout simplement le petit motif sol-mi que je joue ici. Pardon. Coucou. Voilà, c'est ce petit appel très très simple qui est ici. Et Couperin écrit sur la partition, je l'écris quand même, il l'écrit ici, mais je peux l'écrire ici. Le petit coucou, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, je rejoue mon sol-mi, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose qu'ici, au lieu d'avoir coucou, on a les deux. Bon, et bien là, on est en si mineur, on a, voilà, le fameux qui est effectivement un petit côté appel, un petit peu naïf, presque un peu niais, par exemple, on peut aller jusqu'à dire ça, mais qui est très joli, enfin, au sens premier du terme, qui est naïf, voilà.
Je rappelle aussi une pièce de Louis-Claude Daquin qui est assez connue, jouée par les jeunes pianistes, qui est le coucou. Cette pièce n'est pas si facile que ça, et en effet, c'est toujours le même élément. Là, c'est si sol, on est en mi mineur. Donc à chaque fois, dans mon petit exemple, le motif essentiel du coucou, c'est sol, mi, c'est-à-dire dominante, médiante. Sol, mi. Là, ici, on a tonique dominante, mais enfin, on a différents types. C'est toujours ce même motif répété deux fois. Et je disais, donc je n'ai pas terminé la phrase, je crois, que Couperin écrit sur la partition coucou, coucou. Pardon, enfin, je n'ai pas la place de l'écrire, donc je ne vais pas l'écrire, tout simplement, mais on le comprend. On a ici écrit coucou, coucou, histoire de bien montrer que le motif d'une pièce musicale finalement assez sérieuse dans sa composition vient d'un motif extrêmement naïf et d'une simplicité enfantine. Voilà. Donc maintenant, je vais réécrire le texte et j'invite à le faire avant que je le fasse. Ça c'est très intéressant. J'invite à le faire, à réécrire le texte. Je suggère de le faire en ronde. Mesure, une deuxième, une troisième, une quatrième. S'occuper de ces 4 premières mesures, on va déjà y voir un certain nombre de petits éléments tout simples, et c'est justement parce qu'ils sont simples qu'ils m'intéressent. Je suggère donc d'écrire à 4 voix. C'est bien encore une fois, c'est pas toujours le cas, mais c'est bien encore une fois une belle écriture à 4 voix, la plus simple qui soit, la plus belle dans sa simplicité. Voilà. Donc on est en si mineur. J'écris donc le texte sous forme que j'appelle mise à plat, terme un petit peu péjoratif, mais il ne l'est pas dans mon esprit. Alors, voilà donc les 4 premières mesures, donc les 4 premiers accords. On voit à quel point ils sont simples. Je les analyse. L'analyse est un grand mot, je vais simplement les décrire. Accord de si mineur, si, ré, fa, si. C'est un accord qu'on peut chiffrer 5. C'est bien un accord de tonique dans la tonalité de si mineur, indiqué ici par ces 2 dièses. Alors, voilà ici maintenant le deuxième accord qui est intéressant. C'est un accord donc de dominante. C'est bien l'accord fa dièse, la dièse, pardon, fa dièse, la dièse, pardon, fa dièse, la dièse, do dièse. Bien sûr, c'est l'accord de dominante. Fa dièse, la dièse, do dièse. Il est dans son état de premier renversement. C'est un accord chiffré 6. Alors, voilà, ici, je vais plutôt ne pas le dire tout de suite. J'invite tout un chacun à me dire où est la, entre guillemets, ça n'en est pas une. Mais ici, plaqué comme ça, oui, c'en est une, la faute d'écriture, j'ai envie de dire la faute un peu grave même. Mais bien sûr, qu'on se comprenne bien, chez Couperin, il n'y a aucune faute à cause, à la faveur du jeu brisé, qui gomme la faute. Voilà. Donc je ne l'indique pas, j'observe cet accord-ci. Ici, il s'agit à nouveau de l'accord de tonique. Donc on a bien une simple alternance, tonique, dominant, tonique. Ici, j'observe l'accord, je le lis, si, ré, fa, si. Il s'agit du même accord que celui-ci, à la différence près que ceux-là, ici, on a la doublure de la fondamentale, tandis qu'ici, on a la doublure de la tierce. C'est donc un accord de tonique, je l'ai souvent signalé et j'en profite ici pour le faire remarquer à nouveau. C'est un accord de tonique qu'on voit sous sa forme ramassée, cette écriture est donc très courante, si, ré, fa, plus un ré, plus la tierce qui est perchée au soprano et qui est donc la double de tierce. Voilà. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien sûr l'accord de dominante à l'état fondamental, fa dièse, do dièse, fa dièse, et le la dièse, qui est bien sûr la sensible. Cet accord est chiffré dièse. Je ne reviens pas sur cet aspect. Bien sûr, ça indique que la tierce est dièse, qu'elle est majeure et que c'est bien un accord de dominante. Alors, je reviens. Voilà, donc ici, je n'ai pas grand-chose à dire. Simplement, ces petites observations. Bon, d'une part, tonique, dominante, On voit à quel point la pièce est simple. Où est le petit problème? Évidemment, ce sont les octaves consécutives ici. Alors, je voudrais dire que si jamais on se trouvait, j'insiste aussi sur un petit aspect ici, ce que je fais là comme cours est un cours un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu débutant, mais je pense qu'il n'est pas superflu de rappeler tous ces éléments. Ici, l'accord de sixte à partir du la dièse, l'accord de sixte, donc la dièse, do dièse, fa dièse, double de do dièse, donc ça c'est la tierce et ça c'est la sixte, donc on a affaire à une écriture de doublure de tierce. J'en ai parlé abondamment dans les travaux dirigés sur l'accord de sixte, de la sixte avec doublure de tierce. Et qu'est-ce que j'ai dit dans ces travaux dirigés? J'enlève ça, je l'écris ici, et je vais simplement écrire
3 accords pris dans un, j'ai le texte pas loin, je vais donner l'indication, 3 accords, tonique, dominante, tonique, et c'est en si mineur, ça tombe très bien, pris dans un choral de Bach. Bach écrit quoi? Il écrit ceci. Si, Ré, Fa dièse, Si. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, c'est la même chose que ça. Et puis, j'ai un soprano qui est le choral que Bach se propose d'harmoniser. Le soprano commence tout simplement par les 3 notes Si, Do, Ré. En Si mineur. Voilà les 3 premières notes, tout simplement. Si, Do, Ré, qui est une ligne mélodique évidemment extrêmement courante, commencée par les 3 premières notes d'une gamme. C'est la chose la plus courante qui soit. Comment harmonise-t-il ce do dièse? Il l'harmonise de la manière suivante, c'est-à-dire exactement de la même manière qu'ici, c'est-à-dire comme ça. Donc ici, on a un accord chiffré 6, c'est bien un accord de dominante dans son état de premier renversement qui double le do dièse. Puisque je n'ai pas mis d'altération à la clé, je mets toutes les altérations accidentelles. C'est bien la même écriture, c'est bien la doublure de tierce de l'accord de sixte. Et évidemment, que fait-il au 3e accord? Parce que on est dans le cadre d'une belle écriture à 4 voix chantée, où chaque ligne a son importance, horizontale autant que verticale, et bien sûr, on a ici un unisson. C'est-à-dire que ces 2 voix se referment sur le si. Voilà. Donc j'ai ici un accord qui a une doublure de fondamentale sous forme d'unisson basse ténor. Voilà, ça c'est un exemple très intéressant. Je cite quand même, ça n'est peut-être pas trop le sujet maintenant de se disperser, mais Wer nur den lieben Gott, etc., au cas où on voudrait Wer nur, pardon, den lieben Gott, etc. Voilà, ça c'est le texte du choral si jamais on veut le retrouver. Wer nur den lieben Gott, etc. Mais je tenais à le montrer. Donc ce que je veux montrer ici, je le redis, je l'ai déjà dit, je me répète, pardon, mais c'est que au bénéfice, à l'occasion, je ne sais pas comment le terme, à la faveur, j'avais dit, c'est une belle expression, du jeu brisé, ça sera la même chose dans l'écriture en général, chez Chopin, etc., de manière pas forcément plus complexe, parce que chez Couperin, il y a déjà beaucoup de finesse et de complexité. Il ne s'agit pas de dire que Chopin c'est plus complexe, etc. Mais on va trouver des choses comme ça. Donc il faut bien le comprendre. Voilà. Donc ensuite, on arrive sur la dominante, et j'ai bien sûr la dominante à l'état fondamental, que dire de plus? Je fais noter ici cet intervalle de tierces diminuées. Je conseille donc, pour approfondir un texte comme ça, parce qu'il y a un caractère pratique dans mon propos auquel je tiens, l'analyse pour l'analyse, finalement, je ne sais pas si ça vaut tant la peine que ça. Ce qu'il faut faire, c'est de l'analyse qui permette de rentrer dans la pièce. Alors, ceux qui jouent ce texte, qu'est-ce que je propose de faire? Eh bien, c'est tout simplement de jouer ça, de manière assez liée. Je prends le clavier ici, c'est un clavier un peu bizarre, j'en conviens, et je joue ça. Premier accord, deuxième, troisième, sachant que plaqué, il ne faudrait pas le faire, puis ça. Donc, ce qui est très intéressant, c'est d'entendre bien entendre basse soprano. Voilà. Et après, je vais avoir le texte de Couperin. Donc, j'ai ça, le petit coucou 2 fois, ça répété pour arriver là. Donc, j'ai bien la main gauche, droite, gauche. Voilà. Pardon, donc ça fait ça. Je le refais, pardon, pour cette petite erreur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Pardon de compter comme ça, de manière aussi brute. Ce que je veux mettre en évidence en le jouant, donc on ne le joue pas comme ça, on le joue plus vite, mais ce n'est pas vraiment faire un concert, c'est simplement de montrer ces éléments. Évidemment, cet élément-là est tout à fait gommé, puisque les choses ne sont pas simultanées. Voilà. Donc je tenais à le montrer, maintenant je vais passer à la suite de la pièce, qui est donc très brève. Autre petite réflexion, qui est importante, que j'aurais dû signaler dès le début de ma présentation, c'est que en fait, l'ensemble des 12 pièces qui sont les dominos, les folies françaises ou les dominos, ne sont en fait que des variations du même schéma harmonique.
Donc j'invite évidemment à écouter l'ensemble de ces 12 pièces, à les lire sur le texte. Je pense que sur Internet on trouve très facilement la partition, donc à les lire et à bien établir le rapport entre une pièce et l'autre et de bien constater qu'il s'agit en fait de variations. Donc on a finalement une pièce à variation au milieu du 13e ordre, on a ces premières pièces que j'ai nommées, et puis on a ces dominos, ces folies françaises, qui sont en fait une section à variation. Voilà.